Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction pour commencer la journée. Je m'appelle Christelle Cheval, je travaille à l'Université Lyon 1 et je parle au nom de mes collègues avec lesquels on a co-organisé cette journée d'études dans le cadre de la Semaine internationale de l'Open Access. Je vous prie d'excuser l'absence pour l'introduction de Michel Cotier, qui devait dire quelques mots pour démarrer la journée et qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Elle est retenue par une réunion importante pour l'IDEX de Lyon. Je voulais vous informer également que la modération de la journée sera assurée par Benoît Pierre de l'École centrale et je vais très rapidement laisser la parole aux deux VP de recherche de l'Université Lyon 1 et l'Université Lyon 2 qui vont donc introduire cette journée autour de la thématique de l'open access et de l'éthique. Concernant l'organisation, donc il y a une pause qui vous est proposée après la première intervention, donc qui aura lieu à l'étage. Les ateliers de cet après-midi donc, auront lieu à l'UDL, donc de l'autre côté du patio. Il y a un petit changement au niveau de l'organisation puisque Émilie Masson malheureusement ne peut pas être parmi nous. Et donc on vous proposera d'assister, tous ceux qui le souhaitent, à l'intervention de Lionel Morel sur la loi pour une république numérique. Et donc les changements que la mise en place de cette loi va apporter dans notre paysage de l'IST. Voilà, donc nous sommes bien sûr à votre disposition si vous avez des questions concernant l'organisation pratique. Et puis je vais laisser la parole à nos deux vice-présidents pour l'introduction de cette journée. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici pour le lancement de cette journée sur l'Open Access. Alors, je vais dire quelques mots surtout dans le contexte que je connais un peu plus, qui est le contexte côté sciences et technologies. Et puis, je pense qu'Isabelle dira quelques mots plus sur le contexte côté SHS. Mais je crois que les deux aspects se rejoignent complètement. Donc, comme vous le savez tous, puisque vous êtes ici, on a les développements dans les systèmes d'information et de communication ont conduit à des grandes modifications dans les pratiques, que ce soit pour nos communautés scientifiques ou même pour le grand public, et plus largement en fait pour le grand public, où la notion d'accès libre, voire de gratuité, est une notion qui est maintenant complètement entrée dans les mœurs, avec toutes les dérives que l'on peut avoir derrière, c'est-à-dire la notion de piratage et l'oubli en fait que ce qui est mis à disposition a une certaine valeur et un certain coût, c'est-à-dire il y a à la fois une valeur en termes de propriété intellectuelle, de travail pour créer ce qui est mis à disposition, et puis il y a un coût qui est un coût technologique, simplement de maintenance des appareils qui vous permettent d'avoir à disposition. J'étais très frappé en fait dans une conférence à laquelle j'avais assisté. Quand vous faites une requête sur Google, vous consommez à peu près 1 heure d'énergie d'ampoule à basse tension. Et donc c'est quelque chose que l'on oublie souvent, c'est-à-dire il y a un coût très important, il y a un aspect écologique aussi extrêmement important. Les grands centres de stockage de grandes compagnies telles que Google, quand ils s'installent à un endroit donné, quand ils installent leur centre, ils
ont un accord avec les compagnies d'électricité et avec les élus locaux, les villes ou les régions, pour ne pas divulguer leur consommation électrique. Donc c'est quelque chose qui est complètement secret, et le secret est simplement lié au coût faramineux que ça a derrière. Donc l'empreinte écologique est aussi un des points qui devraient être considérés d'un point de vue éthique, mais qu'on oublie aussi très souvent. Alors pour revenir au domaine plus scientifique, en fait, l'open access, on en a très souvent parlé dans le domaine des publications. Donc on a différents types d'open access dans les publications. Donc il y a après Open Access Go, l'Open Access Screen, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a aussi le dépôt des publications sur des archives ouvertes, donc type HAL, qui pose aussi un certain nombre d'autres questions. En fait, quand on regarde les pratiques actuelles, si on compare à l'édition un peu plus classique, l'édition un peu plus classique apporte d'une certaine façon une garantie sur ce qui est publié, garantie qui peut être excellente ou un peu moins bonne, mais il y a un système de referring qui vous garantit la qualité de ce qui est publié. Quand l'open access a aussi cette procédure, par contre le dépôt de publication, le dépôt libre de publication, met en cause cette procédure. Donc ça pose des questions sur qu'est-ce qui est publié, quelle est la valeur de ce qui est publié, c'est-à-dire le screening l'évaluation par les pairs est peut-être un modèle qui n'est pas parfait, mais on n'en connaît pas vraiment d'autres pour apporter un minimum de garantie sur ce qui est mis à disposition des scientifiques et du public. Donc ce concept d'open access pour les publications, maintenant, il s'est très élargi. Il y a un aspect d'open access pour les données aussi. Donc on va plus sur l'aspect open science. Pour les données, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire maintenant les éditeurs, qui soient les éditeurs classiques ou open access, demandent de plus en plus à ce que les données brutes soient mises en ligne. On a aussi des données qui peuvent être mises en ligne spontanément par les scientifiques, par les chercheurs. Donc ça, c'est d'un point de vue principe, ça paraît tout à fait excellent, parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'informations brutes sur les conclusions qui sont ensuite tirées à partir de ces données. Ça a aussi un certain nombre de difficultés, ça pose un certain nombre de difficultés, parce que vous avez des données qui sont mises en ligne, qui peuvent être réutilisées, réexploitées. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de propriété intellectuelle, de financement de la recherche derrière, mais peut-être plus grave que ça, c'est des données, quand vous les mettez en ligne, elles ont la valeur des données que vous avez. C'est-à-dire qu'il va vous manquer un certain nombre d'éléments concernant le contexte de ces données. Comment ces données ont été obtenues, quel était vraiment le contexte, que ce soit dans le domaine SHS ou dans le domaine scientifique. Vous devez préciser de façon très détaillée les protocoles qui ont été utilisés. Et c'est souvent pas le cas. Donc après, vous pouvez réutiliser ces données, mais peut-être pas de façon très valable ni très correcte, parce que vous n'avez pas un contexte complet. Donc tout cela, c'est une ouverture très intéressante. Hein. Je pense que l'évolution est maintenant prise. Donc on va vers des pratiques scientifiques qui sont dans un contexte de plus en plus ouvert, qui sont adossées à des infrastructures numériques qui croissent de plus en plus. Donc c'est très certainement positif, cet aspect open science. Mais ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Auxquels il faut s'attaquer, problèmes d'éthique, de divulgation de l'information, d'utilisation des données. Donc les questions que vous allez aborder aujourd'hui sont des questions qui sont vraiment très centrales pour des évolutions de fond qu'on a vues dans l'open access, l'open science. Et je ne doute pas que vous aurez des interactions très fructueuses sur ce sujet, qui est vraiment un sujet de très très grande actualité, aussi bien pour nos communautés scientifiques que pour le grand public d'ailleurs. Donc j'ai été un peu long, mais désolé, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc je laisse la parole à Isabelle.
Bon, alors effectivement, Fabrice a tout dit, ce dont je ne doutais pas. Je suis pas très certaine en fait que les problèmes se posent différemment effectivement en SHS, sachant qu'en plus le domaine des SHS est très large. Je pense que oui, les questions se posent exactement de la même façon. Alors peut-être quand même que la résistance à l'open access et plus encore à l'open science est plus forte du côté des chercheurs SHS. Alors à quoi c'est dû, ce serait probablement difficile à analyser parce que, encore une fois, les disciplines réagissent de façon très très différente. Mais moi je dis comme Fabrice, de toute façon le mouvement est en marche. Après, certaines disciplines rejoignent plus tard que d'autres, mais de toute façon là les choses sont vraiment en marche et je crois pas que alors les choses sont en marche. Après il faut effectivement réfléchir sur un plan éthique et pas seulement sur un plan méthodologique. Je crois dans un premier temps c'est ce qui avait été fait, c'est-à-dire qu'on avait cherché à encadrer méthodologiquement ce mouvement. Maintenant, les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont plus d'ordre éthique. Alors, les chercheurs qui sont les plus ouverts à l'open science ou à l'open access, ce sont aussi souvent dans nos disciplines des chercheurs qui pratiquent une recherche collaborative. C'est-à-dire que je pense que les deux choses vont de pair. La volonté effectivement de rendre accessible et puis des pratiques de chercheurs qui sont du côté effectivement de la recherche collaborative, alors qui se pratique beaucoup en sciences sociales, mais qui est clivante aussi, c'est-à-dire qui divise les chercheurs en deux groupes, c'est-à-dire ceux qui rejettent totalement cette façon de faire de la science, et puis ceux qui la pratiquent sur le terrain. Alors après, on a 36 façons de nommer, on parle de recherche collaborative, on parle de recherche-action, il y a 36 façons de faire de la recherche collaborative et 36 façons de la nommer. Donc là, moi, effectivement, je vois un lien entre les deux. Bon, il faudrait peut-être creuser. Après, évidemment, le développement des humanités numériques, qui devient, là aussi, en l'espace de quelques années, assez central dans les laboratoires, ou dans la plupart des laboratoires de SHS, y compris dans ceux qu'on ne voyait pas forcément s'engouffrer dans cette brèche-là, joue aussi un rôle dans le développement, bien sûr, de l'open access, l'open science aussi. Après, peut-être ce qui est un peu différent par rapport aux sciences dites dures, on ne dit plus sciences dures, on dit sciences dites dures, c'est la question des données. C'est-à-dire que, évidemment, dans les SHS, on travaille souvent sur des données extrêmement qualitatives, dont le partage est peut-être moins évident que pour un chercheur qui travaille sur des données qui sont plus quantitatives. Voilà. Alors, je ne sais pas si vraiment ça tiendrait la route longtemps, cette opposition. Moi, je suis historienne, donc je suis plus... Je ne pense pas vraiment. Il y a toujours des aspects de protocole et de façon d'obtenir les données qui sont des points essentiels. Donc, même si c'est quantitatif dans un contexte donné qui est la façon dont les expériences ou les données ont été obtenues. Alors après, une notion de qualitatif. En fait, Chez les historiens, moi, ce que je vois, c'est aussi actuellement un mouvement une volonté de rapprochement entre histoire et fiction, par exemple. Alors, je ne dis pas que ça, on ne peut pas le partager, bien sûr, on peut le partager, mais on est un petit peu, aux antipodes de ce dont on parle aujourd'hui. Et on a effectivement une histoire, un courant, en tout cas, on va dire, un courant d'historiens qui cherche à réintégrer les émotions dans la façon d'écrire l'histoire, dans la façon
d'interpréter les sources. Et là, évidemment, on est dans des champs où la question de la recherche collaborative, l'open access, l'open science se pose de façon assez différente. Donc moi, ce que je pense, c'est que voilà, à terme, chaque discipline ou chaque courant même disciplinaire va s'emparer de ça, mais de façon probablement assez différente. Et puis pas au même rythme, ça c'est évident. Voilà. Sinon, ce que je voulais saluer aussi, c'est, dans le contexte actuel, c'est la capacité qu'on a à travailler ensemble sur le site. Je pense que quand même, là, c'est tout à fait parlant, puisque les 3 universités sont partie prenante, si j'ai bien compris, Saint-Étienne aussi, puisqu'on a... voilà, l'ENSI, Bellico, l'INSA, des écoles sont là, INSA centrale. Bon, ça montre bien qu'on a fait un grand pas là, dans les 5 dernières années, qu'on est capable de monter des choses ensemble et de façon tout à fait efficace et convaincante. Alors bon, ce que l'avenir nous réservera, on ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que sur le terrain, les chercheurs ont déjà franchi le pas. Et voilà, après, on leur proposera des formes de travail en commun, mais le travail en commun, il existe déjà et c'est la seule chose qui compte. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée de travail. Moi, je vais quand même rester pour écouter Sarah et puis je partirai juste après. Malheureusement, j'ai une commission recherche qui est même à 10h30 Alors moi aussi, à la douane. moi aussi, mais je l'ai repoussé. Moi, il commençait à 9h et je l'ai repoussé à 10h. Okay. Désolé de ne pas pouvoir rester. Oui. Bon, merci pour cette introduction. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses intéressantes de dire. Il y a la notion de liberté et de gratuité qui ne sont pas pareilles. Puis il y a la notion de la qualité, sans oublier l'écologie. Et donc on va maintenant passer à l'éthique. Donc juste peut-être, donc, je présente